Ici Libellule à vous Louveteau. Je reviendrai. Ha! Tu t'attendais pas à ce que je dise ça, hein? Ah, c'est pas banal, ça. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Le suspect fait dans les 1m90, il est châtain et c'est un gigantesque enfant de pute. T'es un marrant, je t'aime bien. C'est pour ça que je te tuerai le dernier. Tu es chez moi, là, c'est la fête, tu viens me menacer? Alors Tais-toi, Raymond. Les pétounes de Constantine et les pétounes de Paris, vous êtes plus les mêmes. Murdoch, je vais revenir et j'aurai votre peau. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées, comme ranger mes chaussettes par exemple? Tu te souviens, Sully? Je t'ai promis que je te tuerais le dernier. C'est vrai, Patrick, c'est ce que t'as dit. Je t'ai menti. Eh bien, bonjour, bonsoir et bienvenue une fois de plus dans Entre deux, l'émission qui s'occupe de parler de deux films qui ont des thématiques communes, deux films qui se ressemblent. Et là, pour le coup, aujourd'hui, on n'est pas avec deux films qui se ressemblent, mais on va dire deux films qui se succèdent. Et pour m'accompagner dans cette tâche, avant les fêtes de Noël, je suis avec Chico. Salut Chico. Salut à tous. Et oui, donc on va parler aujourd'hui de deux films. En fait, c'est un film qui est à la base un remake d'un autre court-métrage, on pourrait dire. En fait, pas exactement un film. Ouais, c'est ça. Bon, on peut quand même dire un film, même pour un court-métrage. Mais du coup, c'est un remake un peu de la même manière que, comment dire, le Scarface avec Al Pacino est un remake d'un film que les gens ne connaissent pas spécialement. C'est ça, ouais. C'est moi personnellement, on peut dire déjà les deux films, je pense. Oui, on peut quand même déjà les citer. Les deux films sont La Jetée de 1962 de Chris Marker et l'autre film c'est L'Armée des 12 singes. Voilà, L'Armée des 12 singes, donc en 95 par Terry Gilliam. C'est ça. Et du coup, on va commencer tranquillement. Comment t'as découvert toi l'Armée des 12 singes ? Parce qu'on va quand même vous expliquer qu'on va partir de l'Armée des 12 singes pour ensuite aller vous parler de La Jetée. Parce que je pense que c'est un film que certains d'entre vous connaissent déjà un peu plus, l'Armée des 12 singes. Et on va essayer de vous expliquer d'où il vient en fait. Voilà. Moi personnellement, l'Armée des 12 singes, je l'ai découvert bien plus tard que sa sortie. Je l'ai découvert, je devais avoir 18 ans à peu près. Ok. Donc je dirais 2006. Et c'est un film qui m'a beaucoup marqué en fait dès le premier visionnage. Ça se comprend. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, qui a des thématiques que j'aime bien. C'est un film en plus de science-fiction, donc qui est plutôt plaisant à regarder, avec une ambiance un petit peu plus sombre qu'on peut retrouver dans ces films des années 90. Et donc c'est une belle expérience quand j'ai découvert ce film. Ouais. Et du coup, en plus, vu que tu l'as découvert, on va dire assez tard, quoi, en 2006, du coup, la notion Bruce Willis, Brad Pitt dans le même film, ça devait être un truc en mode attends, celui-là, il doit quand même être assez cool, quoi, vu les acteurs que c'était devenu, on va dire, à cette époque-là, qui étaient vraiment là pour le coup des superstars, quoi. Bah, c'est ça, c'est deux acteurs qui, pour moi, en plus, sont dans. Alors, un petit peu plus, Brad Pitt, ça va, mais sont dans un registre plutôt inhabituel. Bruce Willis, moi je l'aurais jamais vu là-dedans. Et franchement, je trouve que c'est un très bon rôle qu'il a. Il joue très très bien dedans. Et Brad Pitt m'a bluffé, comme il a pu me bluffer sur d'autres films aussi déjà. À l'époque, j'en avais vu déjà quelques autres. Un California, par exemple, était vraiment pas mal. Puis bon, après voilà, Brad Pitt, c'était à cette époque-là, c'était une énorme star. Et donc le voir un petit peu plus jeune, bon, c'est toujours plutôt sympa, et avec un jeu d'acteur plutôt bluffant aussi, quoi. Moi, je sais que le film, tu vois, je l'avais découvert, mais hyper jeune en fait, quoi. Ouais. Je l'avais découvert limite, peut-être 2 ans ou 3 ans après la sortie, quoi. J'étais vraiment assez jeune. Tu dis qu'il est de 95 le film, donc voilà, je dois avoir une dizaine d'années, quoi, à tout casser, 10-11 ans,
quand j'ai découvert le film pour la première fois, et je t'avoue que moi le film m'avait un peu décontenancé, parce qu'autant en 2006, tu vois, Bruce Willis, il a fait Sixième Sens, il a fait des films où on l'a plus vu dans des registres où, comment dire, moins action. Moins dans les Die Hard et tous ces trucs-là. Et là, pour le coup, j'avais été très très surpris quoi, de voir déjà un Bruce Willis. Moi, je pensais que ça allait péter dans tous les sens, quoi, vu qu'il y avait Bruce Willis dans le film. C'est un peu ce qu'on attend généralement de Bruce Willis de cette époque-là. Et là, pas du tout. Et du coup, le film m'a vraiment surpris, mais même tellement décontenancé que la première fois que je l'ai vu, j'ai envie de dire, quand t'es très jeune, je pense que c'est dur de saisir toutes les subtilités du film, mais je l'avais pas trop aimé, quoi. Et je l'avais redécouvert quelques années plus tard, genre autour de 15-16 ans, et je l'avais trouvé dans un bac à 2 € de DVD, je crois. Et je l'avais rechopé parce que, mine de rien, c'est le genre de film, même si tu l'aimes pas au premier visionnage, il reste hyper marquant visuellement, quoi. Donc il y a des scènes qui m'étaient restées en tête, quoi. Je m'étais dit c'est pas possible, quoi. Je voyais déjà quelques critiques, on va dire, ressortir de gens plus vieux que moi qui avaient vu le film, qui disaient non, c'est un super film et tout ça. Et je m'étais dit allez, vas-y, faut le redécouvrir. Et quand je l'ai redécouvert, c'est devenu tout bêtement un de mes films préférés, quoi. Et jusqu'à très tard, je savais pas du tout que c'était un remake. Et du coup, c'est ce qui m'a donné envie de me lancer sur La Jetée, qui est le film original, on va dire, sur lequel s'est basé Terry Gilliam pour l'Armée des 12 singes. Bah ouais, c'est alors bon, à l'âge où tu l'as découvert, ça a dû te faire un peu tout drôle quand tu l'as découvert, quand même. Ah ça m'a fait très bizarre. C'est pas un film que je conseillerais pour cet âge-là. Non, et puis surtout, tu vois, moi j'étais très Retour vers le futur, donc pour moi le voyage dans le temps c'était un truc joyeux. Autant dire que là, c'est pas tout à fait le cas. C'est plus compliqué, ouais. C'est en effet plus compliqué. Mais du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais te laisser nous présenter l'Armée des 12 singes, du coup, vu qu'on commence dans un sens qui n'est pas celui de l'histoire. Voilà, on va faire le sens de notre enfance. Exactement. L'Armée des 12 singes, donc un film de 1995 par le réalisateur Terry Gilliam. Donc je vais rapidement faire le synopsis du film. Donc on se retrouve en 2035 avec donc une Terre qui est devenue invivable en surface pour l'humanité. Un virus en effet mortel a tué 99% de la population très rapidement. Et les seuls survivants, donc le dernier pourcent, se retrouvent à vivre sous terre pour éviter la contamination. Dans ce monde post-apocalyptique, on se retrouve avec en fait des scientifiques qui dirigent en quelque sorte qui contrôlent le monde en fait. La vie en fait, voilà, qui contrôlent le monde en quelque sorte. Ce qui reste des gens qui vivent sous terre. Et ce conseil scientifique, lui, il cherche en fait une solution pour trouver un remède en fait à ce virus. Et pour cela, ils utilisent des cobayes qui sont des prisonniers, donc enfermés au sous-sol. Et donc ces cobayes, on fait des expériences sur eux, en fait, notamment, les expériences, c'est de les envoyer dans le passé pour essayer de collecter des informations. Sur justement l'apparition du virus, mais il les envoie aussi au niveau de leurs expérimentations, il les envoie à la surface pour essayer d'aller trouver aussi des indices justement sur comment est-ce qu'on pourrait trouver des solutions pour le virus et surtout savoir d'où il est parti. C'est ça le gros point de départ du film, c'est de savoir d'où part le virus. Voilà, c'est en fait leur but à ce conseil scientifique et ce pourquoi ils envoient des gens également dans le passé. C'est de retrouver le virus originel, sans mutation, pour essayer en fait de trouver, on suppose, un remède. Oui, on suppose. Voilà, on suppose. On va pas aller plus loin parce que je ne sais pas si ce
très expliqué en plus dans le film. Non, ils disent juste en gros qu'ils veulent le virus non muté pour pouvoir éventuellement développer un vaccin. C'est ça. Donc bonjour Covid. Coucou Pfizer. Voilà. Donc on retrouve dans ce monde souterrain en fait en prison James Cole, donc joué par Bruce Willis, qui est l'un de ses prisonniers. Et ce prisonnier, en fait, il est régulièrement hanté par un rêve qu'il fait, où on y voit en fait un homme armé qui s'écroule dans une sorte d'aéroport, et d'une femme qui se précipite vers cet homme. Un peu une scène de confusion, je dirais. De panique. Et de panique, voilà. Et on voit tout ça, en fait, c'est la vision d'un petit enfant. Donc ce petit enfant, on ne sait pas exactement si c'est James Cole, on suppose mais on suppose peu également que ça doit être un souvenir d'enfance de sa part. Et donc James Cole, bien entendu, il est choisi pour l'une des expériences. Il est choisi pour être volontaire. Pour être volontaire, voilà, exactement. Au grand désarroi de son ami José. Sacré José, on ne t'oublie pas, mec. Et en fait, donc on a James Cole qui, lors de sa première sortie, va en effet, sa première expérience va se retrouver dehors avec une combinaison pour essayer de collecter des informations. C'est sa première mission, en quelque sorte, on pourrait dire presque un test de la part du conseil scientifique. Oui, et puis le test, il n'est pas très risqué pour eux, quoi. Je veux dire, au pire, il ramène des informations. Enfin, au mieux, il ramène des informations, et puis au pire, on le laisse crever dehors. Voilà, il meurt avec le virus. Voilà. Et donc ça se passe bien, et donc très vite, on va l'envoyer vers la mission la plus importante, qui est d'aller dans le passé et de se renseigner sur une organisation terroriste de sauvegarde des animaux. Qui s'appelle l'Armée des 12 singes. Donc voilà, le titre du film. Et donc James Cole va être envoyé dans le passé. Et bien entendu, tout ne se passe pas comme prévu dans ce monde de scientifiques. Quel teasing incroyable! Ah, ça c'est beau, ça j'aime. On voit que le mec commence à prendre des petits réflexes justement de radio. Je vous en dis pas plus. Non mais c'est parfait, je pense que c'est un résumé parfait, ça résume et vraiment très bien la situation de base. Le seul truc qu'on peut dire après parce que ça va être un petit peu plus important dans ce qu'on va parler au niveau du film, c'est que James Cole va rencontrer en fait dans sa péripétie une psychologue, parce que en fait il va arriver dans le passé et malheureusement il va très vite se retrouver enfermé dans un hôpital psychiatrique parce que un petit peu de violence quand il est arrivé. Oui, et puis surtout, il est en train de dire à tout le monde que l'humanité va disparaître. Le problème du voyage dans le temps se situe tout de suite là. On connaît des informations qui sont dans le futur. Est-ce qu'on va nous croire ou pas? Est-ce qu'on va pas passer pour un fou? Mais est-ce que ce serait pas une des thématiques du film? On en parlera tout à l'heure. Et donc, il va rencontrer une psychologue et il va qui va avoir une certaine importance et également donc dans son hôpital psychiatrique. Une certaine importance quand même. Oui, j'ai envie de m'arrêter un peu là-dessus. J'ai presque envie de dire que c'est la clé de voûte de tout le film, cette psychologue. Clairement, si elle n'est pas là, oui, il ne se passe pas grand-chose. Et en effet, c'est le personnage un peu central. Même si c'est pas le héros James Cole, quoi. Ouais, c'est pas le rôle principal, mais elle porte pas mal le récit quand même. Et donc dans cet hôpital psychiatrique, c'est là également qu'il va rencontrer Jeffrey Combs, qui est joué par Brad Pitt. Voilà. On n'a pas dit qui c'était qui jouait du coup la psychologue. Pardon, c'est Madeleine Stowe. Alors, donc rapidement pour les acteurs, Bruce Willis, donc on le présente plus, voilà. Les films qu'il a pu faire, Die Hard, Sixième Sens, voilà. Expandable. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Oui, et puis il a pas un gros rôle dedans. Bon, et puis malheureusement, Bruce Willis, c'est un peu devenu. C'est plus compliqué. C'est devenu notre Steven Seagal maintenant. Voilà, à nouveau. Il fait beaucoup de productions originales Amazon, qui n'ont d'original que le titre. Que le nom, c'est ça, oui. Et donc Madeleine Stowe, on peut voir dans le film Le Dernier des Mohicans. Ah. J'avais jamais fait gaffe. Moi non plus, pas spécialement, mais on peut le dire, c'est vraiment une très bonne actrice. Elle joue vraiment de manière excellente dans le film. Les trois, de toute façon, sont vraiment notables.
Et elle a joué également dans Vengeance, que j'ai pas vu. C'est un film de Tony Scott. Ouais, je regarde. Donc elle joue donc le docteur Catherine Riley, voilà, la psychologue. Ok. Et bon, bah après Brad Pitt, je précise pas tous les films qu'il a pu faire aussi. Je pense qu'on le connaît un peu. Et sinon, il y avait un petit rôle, David Morse. David Morse, en fait, qui a joué dans Rock, donc le film de Michael Bay avec Nicolas Cage, et La Ligne Verte également. Et La Ligne Verte de Franck Darabont avec Thomas. Ah oui, d'accord, en effet. Il est dedans, et donc lui, je vous laisserai découvrir quel rôle il a dans le film. Bien vu. Donc voilà pour la petite présentation du film, et bien entendu le réalisateur, Terry Gilliam, qui sur ce film donc nous avait déjà gratifié de quelques films avant. Il est surtout lui connu pour les Monty Python. Ah, c'est ça, il faisait partie de la team. De la troupe des Monty Python, voilà. Et donc il a notamment fait Las Vegas Parano, les aventures du baron de Munchausen. Quel grand film. Un peu spécifique. Enfin voilà, Terry Gilliam qui a une sacrée réputation dans le métier, d'avoir des films qui se passent pas très bien au niveau de la production. Ou tout simplement qui ne se terminent pas. Enfin, qui ne peuvent pas terminer le tournage du film. Ou alors, si, ils le terminent, mais 20 ans plus tard, quoi. C'est ça, c'est comme un pour peu son compliqué. Don Quichotte, quoi, par exemple. C'est ça. Donc c'est un peu Monsieur Shkumun du cinéma. Un petit peu. Donc voilà, donc alors après l'Armée des 12 singes, c'est quand même un budget de 30 millions de dollars pour plus de 150 millions de recettes. C'est un film qui a bien marché. Ça a très très bien marché. De toute façon, dans ces années-là, je dirais que oui, c'est pour moi l'un de mes films préférés de cette époque. Bon, je pense même que c'est un des films les plus intelligents en fait à cette époque-là, en plein système hollywoodien. Ça court-circuite un peu la machine. Tu t'attendrais pas à un film aussi, avec une identité aussi forte et aussi sombre, surtout avec les casseroles que se traînait déjà Terry Gilliam, quoi. C'est avec ça. Brazil notamment, où ça s'était pas très bien passé au niveau de la production. On lui avait retiré le final cut. Voilà. C'est ça, c'est Terry Gilliam, au niveau des anecdotes de ce film, Terry Gilliam justement a obtenu le final cut de ce film. Ça a été une volonté de sa part lors de la négociation avec Universal, donc parce que c'est Universal également avec qui il a eu un problème sur Brazil. Non mais comme quoi, tout est possible, on peut s'embrouiller avec ses employeurs. Voilà. Mais bon, et il a été ferme et il a eu le final cut. Il voulait vraiment respecter sa vision et ne pas avoir ce problème. C'est au niveau du film, l'idée justement de faire un remake, elle est venue du producteur délégué. D'accord, en fait, ok. Qui a contacté Chris Marker, donc de La Jetée, et en lui demandant s'il pouvait présenter en fait le projet d'un remake à Universal pour faire ce remake et donc acheter les droits à Chris Marker. Et Universal, qui était un peu réticent au départ, s'est laissé convaincre au final, et donc ils ont payé les droits à Chris Marker pour faire le film. D'accord, donc c'est cool, ça veut dire que Chris Marker a été impliqué impliqué à minima au moins dès le début de la décision en fait quoi. de proposer ce remake. Ok, tu vois ça, je n'étais pas au courant. Et donc après, il y a eu lors de ce début de négociation avec Universal, Début de prod quoi. Voilà, donc il a été décidé de prendre Terry Gilliam. Donc c'est Universal qui a décidé de prendre Terry Gilliam. Les mecs sont fous. Les mecs sont fous. Le mec qui fait la folie, il leur fait une dinguerie avec Brazil, il lui retire le final cut, il a dépensé comme un ouf, il a fait n'importe quoi, et les mecs ils se disent attends, on le rappellerait pas lui. C'est ça. Au final, c'était pas mal son film. Et donc a commencé un long processus de négociation de toute façon, et le budget au départ était un peu une source de conflit. Universal était un peu réticent parce que avec le dépassement de budget du film Waterworld juste avant, ils étaient pas chauds pour dépenser autant, pour un Terry Gilliam qui pouvait
augmenter l'ardoise. Bah, c'est ça, quoi. Puis sachant que Waterworld, bah, je crois, hein, sans trop m'avancer, que c'est une des pires plantes niveau financier de l'histoire du studio. Compliqué, ouais. Ça a fait mal. Et donc après, bon, c'est pour ça qu'on peut comprendre les réticences d'Universal. Et bien leur en a pris justement de décider de débloquer ce budget de 30 millions. Il fallait rester par contre dans les clous, donc Terry Gilliam a demandé quelques sacrifices à ses stars, hein, Bruce Willis et Brad Pitt notamment, qui ont été payés donc un petit peu moins que ce qu'ils pouvaient gagner à cette époque-là. Il y a également des choix qui ont été faits très forts de Terry Gilliam. Au départ, il voulait pas du tout de stars. Il voulait vraiment des gens pas trop connus pour que ça soit pas trop le bordel sur son film, sur sa réal. Sur son plateau, pas se faire emmerder par des vedettes. Voilà, et vraiment aller dans sa vision des choses. Donc Universal était pas trop chaud sur ce coup-là. Bah attends, les mecs, faut les comprendre. Ils te prennent Kevin Costner, qui est la plus grosse star de l'époque, ils te font Waterworld, ça plante comme pas possible, et là t'as Gilliam qui arrive, dit ouais, moi je vais prendre des inconnus pour faire le film, et je pense que ça va bien marcher. C'est ça, à 30 millions tout ça, monsieur. Le pari était un peu chaud pour Universal quand même. Donc Universal a négocié, ils ont proposé Nick Nolte dans le rôle de Bruce Willis, enfin la place de Bruce Willis. On a eu également des personnes qui ont postulé, hein, qui ont fait des entretiens. On sait où tu veux en venir. Donc Sylvester Stallone aurait pu jouer à la place de Bruce Willis. Moi personnellement j'aurais été sûrement fan. Oui, parce qu'on le reprécise encore une fois, Mexico, Stallone, voilà, Rocky 4, mon acteur préféré. Voilà. Et sinon Robert De Niro, un petit peu, je dirais pas plus inattendu, mais parce que dans cette époque-là, il faisait quand même des films un petit peu comme ça. Ouais, mais je sais pas, j'ai du mal à imaginer De Niro de la science-fiction en fait. Quoi, tu l'as déjà vu dans un rôle comme ça? Plus compliqué. Je l'ai jamais vu. Non, en vrai. ouais, c'est non, ça aurait été plus compliqué quand on voit la performance en plus de Bruce Willis. Tu vois, c'est pareil, j'imagine pas Joe Pesci dans l'espace, quoi. Tu vois, donc c'est ça. c'est compliqué. C'est ça, c'est un peu compliqué. Ouais. Et sinon, par contre, à la place de Brad Pitt, je mets une petite parenthèse, mais moi je pense que Stallone dans le rôle, ça aurait pu être cool aussi, hein, parce que dans le genre contre-emploi, un peu comme Bruce Willis, il aurait pu s'en sortir, parce que Stallone, on l'oublie un peu, mais c'est quand même un bon acteur, quoi. Là, le côté un peu hébété du mec aurait peut-être pu passer dans l'histoire et tout. Mais bon, alors, maintenant c'est Bruce Willis, c'est un de ses rôles classiques. Je pense en effet, tu vois, que ça aurait pu être une performance pas mal, parce qu'il aurait pu être totalement en contre-emploi en effet. Maintenant, vu ce que Terry Gilliam voulait, éviter d'avoir des problématiques et compagnie, un Stallone sur le plateau de tournage, il aurait modifié le scénario. Compliqué. Il aurait modifié le scénario. Il aurait été à la réalisation. On connaît ce qui s'est passé sur Judge Dredd et compagnie. Enfin voilà, donc c'est la réputation du bonhomme n'est plus à faire. Plus compliqué. Ouais. On en profite pour vous le dire, mais on en reparlera un peu plus en profondeur dans un double épisode d'entre deux. Je vous tease un petit peu, mais ça se prépare gentiment. Il y a deux grosses vedettes qui vont venir nous rejoindre dans les prochains épisodes. Ça. On se prépare. Et donc voilà, bon, les quelques anecdotes de toute façon sur le film, film qui a des thématiques très fortes, moi je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Mesgo. Ah bah si, moi je trouve que c'est un film qui traite plein, on va dire même des notions qui peuvent paraître un petit peu, très connues aujourd'hui, très développées, mais qui, je trouve, n'avaient pas tant été exploitées que ça dans le ciné à l'époque, parce qu'il parle notamment de deux concepts très forts, qui sont le complexe de Cassandre, si je dis pas de bêtises, qui est ce côté, la nana maudite par les dieux, qui connaît le futur, mais qui ne peut rien faire pour empêcher les événements d'arriver. Pour moi, c'est la thématique la plus centrale du film. Et je trouve qu'il y a aussi un truc avec le syndrome de Stockholm, tu vois. Parce que, clairement, ouais. Mine de rien, t'as quand même cette... je vais avancer un tout petit peu malgré tout sur ce qui se passe dans le film, hein. Mais Bruce Willis, justement, James Cole se retrouve dans l'hôpital, s'en évade, retourne dans le futur. Et là, on commence à se demander, qu'est-ce qui est... Est-ce que le personnage est pas fou en fait et qui s'imagine un petit peu le futur, ceci, cela? Il y a des événements qui passent et il se retrouve à enlever en fait la psychologue. Et
petit à petit, une relation se développe entre eux, mais ça fait vraiment beaucoup penser à une relation qui se développerait entre justement un terroriste entre guillemets et son otage. Et je trouve que c'est bien dépeint parce que tout ça rentre en plus dans le délire de voyage dans le temps, dans le côté boucle, pareil, pas en dire trop, mais il y a un côté boucle et cyclique dans ce film qui est très 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 prononcé, comme dans La Jetée, on va y venir juste après. Mais ouais, je trouve que ce film, en fait, il est tellement riche. Il est riche de thématiques, il est riche de second sens, et le film, en fait, c'est une espèce de labyrinthe. Il fait en sorte d'essayer de te perdre pendant tout le long du film, de jamais trop savoir sur quel pied danser, et arriver à la conclusion, waouh, ça fait vraiment super mal, quoi. Surtout quand tu le découvres sans connaître La Jetée. Et c'est pour ça qu'on vous présente ça dans cet ordre-là. Vaut mieux, de toute façon, regarder L'Armée des 12 singes et après regarder La Jetée, justement. Parce que ça permet de... Le film a vraiment son importance par rapport à La Jetée. C'est pas... Il n'y a pas de préférence à avoir, moi je dirais, en fait. Non. C'est, même si c'est... les deux films sont extrêmement liés de toute façon. Hein, mais c'est deux films qui se complètent. C'est deux films qui se complètent. On n'est pas du tout dans la même atmosphère, en quelque sorte. Enfin, on reste quand même dans cette atmosphère post-apocalyptique, mais on n'est pas sur le même but. Voilà. Pas sur le même but, c'est pas raconté de la même manière. Il y a vraiment ces deux spectres qui sont l'un en face de l'autre et qui finissent par se confondre. Pour moi, l'œuvre, elle est globale, en fait. Ouais. Et elle va même encore un peu plus loin, parce qu'on pourrait presque le rapprocher d'un troisième film. Oui. Mais ça, je vais y venir quand je vais vous parler de La Jetée. Et oui, donc, dès que de toute façon on touche au temps, moi déjà, c'est des films qui m'intriguent un petit peu. Parce que la relation du temps, en effet, ce James Cole qui se retrouve dans le passé, qui revient dans son temps présent, qui se retrouve confronté à des personnes quand lui, il parle justement de ce qui se passe en 96, qui est le futur pour les gens, mais lui, c'est son passé. Et donc en fait, on n'est pas du tout sur le même rapport temporel entre les personnes. Et au milieu de tout ça, t'as James Cole qui est systématiquement, quelle que soit l'époque dans laquelle il est tout le temps prisonnier. C'est ça. Et c'est un truc qui va revenir tout au long du film. C'est une des thématiques que je trouve forte aussi, c'est que ce pauvre mec que tu suis vraiment pendant tout le long, il n'est jamais maître de ce qu'il fait, ou presque. Il est tout le temps enfermé quelque part, et que ce soit physiquement ou symboliquement. Il y a toujours cette chose-là, ce truc, ce cadre qui vraiment enferme Bruce Willis, et à tous les niveaux quoi, dans le film. James Cole, c'est pas un personnage qu'on envie vraiment, quoi. On est vraiment dans un truc vis-à-vis de lui, on se dit, oh, le pauvre mec, quoi, le pauvre, qu'est-ce qui lui arrive, quoi. C'est ça, hein, ce qui est compliqué, c'est que d'une part, en fait, c'est un prisonnier qui se retrouve dans une expérience, qui doit collecter des informations et autres, qui est prisonnier lui-même de ses rêves, qui le hantent et qui reviennent au fur et à mesure et qui se complètent au fur et à mesure, en fait, de la temporalité, en fait, qui voilà, une personne en fait qui se rappelle de plus en plus de souvenirs. On se retrouve avec vraiment un personnage en fait qui au départ semble plutôt en fait convaincu de ce qu'il va faire, de son expérience, voilà, son but il est là, et qui très rapidement se retrouve confronté à aussi la réalité comme elle l'est, en fait, le passé, le présent, mais aussi en fait sa propre réalité à lui en tant que personne. Et en fait, c'est à partir du moment où il commence à se poser des questions que tout commence un peu à plus ou moins s'écrouler autour de lui, dans sa tête. Et là, il y a une confusion qui se crée chez le personnage, chez le spectateur. Pendant tout le long du film, on est trimballé à ne pas vraiment savoir comment prendre parti. Et pourtant, il y a des choses qui nous font nous dire dans ce qu'on voit, mais attends, non, c'est forcément ça. Et dans les 2 scènes qui suivent, ouais, non, en fait, il y a un truc qui va faire déconner le truc. On se dit, bah non, c'est pas possible, ce qu'on a vu, c'est pas vrai. Et c'était tout le temps, toi-même, emmené dans une espèce de fuite en avant constante dans le film. Et ça, je trouve que c'est
que c'est vraiment brillant en fait quoi, pour un remake, surtout quand tu prends une œuvre comme La Jetée, qui est au firmament du cinéma, quoi, qui est vraiment une des œuvres les plus importantes de cette époque-là. D'ailleurs, je vais commencer à en parler tant qu'on est dans l'enchaînement. Hein. La Jetée, comme je l'ai dit en préambule, c'est un film de 62 qui a été réalisé par Chris Marker. Alors Chris Marker, il faut savoir que c'est avant tout un mec qui fait des documentaires. Et il a notamment fait 2 documentaires, un dont j'ai pu voir des extraits, un autre qui est son plus célèbre et qu'il faut que je vois, parce que mine de rien son parcours est très très intéressant. Celui dont j'ai vu un extrait s'appelle Lettres de Sibérie, de 1957, et il y a une des séquences de ce film que j'ai vu. Je pense que tout le monde devrait voir cette séquence juste pour se faire, entre guillemets, une éducation à l'image. Parce qu'avec la même séquence filmée, avec 3 commentaires différents, il te montre comment on peut, avec la même image, dire des choses complètement opposées. Quoi. Ça, il y a 3 discours complètement opposés. Il y en a un, c'est pro-régime, il y en a un, c'est anti-régime, et un autre qui essaie de se placer entre les deux. Développement, oui, c'est voilà, on est dans une situation plutôt normale. C'est ça, qui essaie de retranscrire une certaine réalité, et même avec ce 3e point de vue, Chris Marker t'explique que même ce point de vue, se voulant neutre et compagnie, ne peut pas l'être totalement, parce que forcément quand on produit une image et quand on produit un commentaire en documentaire, et ben on oriente forcément d'une manière ou d'une autre, et je trouve ça tellement le intéressant. Le pouvoir de l'image et de ce que tu vas raconter avec cette image aussi, quoi. C'est ça. Et pour moi, cette explication-là, j'essaierai de vous mettre un lien dans l'épisode pour que ceux qui sont intéressés puissent aller la voir. Pour moi, c'est vraiment nécessaire presque de voir ça. Ça te permet de mieux comprendre en fait comment fonctionne notre rapport aux images et comment on les consomme et comment on peut très vite se faire aspirer par ce qui est raconté dans une vidéo avec des images à l'appui, alors qu'on ne sait pas d'où sortent ces images, dans quel contexte elles ont été filmées et compagnie. Quelque chose qui fait qu'on peut questionner la réalité d'une image, en tout cas. C'est ça. Tout comme la mémoire, Marker a conscience que les images filmées, pourtant immuables, sont elles aussi faillibles, peuvent nous mentir et être utilisées à des fins propagandistes. Il en fait la démonstration dans Lettres de Sibérie, où il diffuse les mêmes images à 3 reprises, mais avec un commentaire voix off différent, altérant ainsi notre interprétation de la scène qui exprime une chose, puis son contraire. En enregistrant aussi objectivement que possible ces images de la capitale Yakoute, je me demandais franchement à qui elle ferait plaisir, puisqu'il est bien entendu qu'on ne saurait traiter de l'URSS qu'en termes d'enfer ou de paradis. Par exemple, Yakoutsk, capitale de la République socialiste soviétique de Yakoutie, est une ville moderne, où les confortables autobus mis à la disposition de la population croisent sans cesse les puissantes hymnes triomphes de l'automobile soviétique. Dans la joyeuse émulation du travail socialiste, les heureux ouvriers soviétiques, parmi lesquels nous voyons passer un pittoresque représentant des contrées boréales, s'appliquent à faire de la Yakoutie un pays où il fait bon vivre. Ou bien, Yakoutsk, à la sinistre réputation, est une ville sombre, où tandis que la population s'entasse péniblement dans des autobus rouges sang, les puissants du régime affichent insolemment le luxe de leurs hymnes, d'ailleurs coûteuses et inconfortables. Dans la posture des esclaves, les malheureux ouvriers soviétiques, parmi lesquels nous voyons passer un inquiétant asiate, s'appliquent à un travail bien symbolique, le nivellement par le bas. Ou simplement, à Yakoutsk, où les maisons modernes gagnent petit à petit sur les vieux quartiers sombres, un autobus moins bondé que ceux de Paris aux heures d'affluence croise une Zim, excellente voiture que sa rareté fait réserver au service public. Avec courage et ténacité, et dans des conditions très dures, les ouvriers soviétiques, parmi lesquels nous voyons passer un Yakoute affligé de strabisme, s'appliquent à embellir leur ville qui en a besoin. Mais l'objectivité non plus n'est pas juste. Elle ne déforme pas la réalité sibérienne, mais elle l'arrête, le temps d'un jugement. Et par là, elle la déforme quand même. Ce qui compte, c'est l'élan et la diversité. Ce n'est pas une promenade dans les rues de Yakoutsk qui vous fera comprendre la Sibérie. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de très intéressant, et c'est quelque chose qu'il a développé apparemment pendant toute sa carrière, de ce que je me suis renseigné sur lui. Et son autre plus gros documentaire s'appelle Sans soleil. Il est de 1983, parce qu'il faut savoir que Chris Marker, c'est quelqu'un qui a continué à faire des
produire du documentaire et des films tout au long de sa vie, jusqu'en 2012, l'année où il est mort. Et c'est quelqu'un qui a eu un parcours très particulier, qui du coup a fait beaucoup de documentaires, qui est allé à Cuba, qui a fait des documentaires sur la révolution cubaine, justement dans cette espèce de volonté de montrer le monde tel qu'il est, mais tout en, comment dire, tout en y rajoutant pas des éléments de fiction, mais il y a le montage et toutes ces choses-là. Et du coup, il montre le monde autant d'un point de vue individuel, du coup, des individus dans une société X, que d'un point de vue plus global. Et très souvent, c'est filmé avec, comment dire, avec poésie. C'est quelque chose de très épuré, ça prend du temps, on expose vraiment les situations, et c'est souvent des films dans lesquels il instille un certain humour. Une des rares exceptions dans sa carrière est La Jetée. Dans La Jetée, il n'y a pas un pet d'humour. Ce n'est pas du tout quelque chose qui a une visée humoristique, quelle qu'elle soit. Parce qu'il faut savoir que ce film sort en 1962. Et qu'est-ce qui s'est passé cette année-là, en 1962 ? Il y a eu la crise des missiles de Cuba. Donc c'est-à-dire que tout le monde a vraiment eu peur d'une troisième guerre mondiale. Et tout le monde a eu plus ou moins peur de la fin du monde par un holocauste nucléaire. Et c'est un petit peu de ça que traite le film. Donc déjà, je précise, c'est un film, mais c'est un roman photo. Donc c'est un format auquel vous n'avez sûrement pas l'habitude de vous confronter, parce que c'est vraiment une série de photos qui défilent pendant une demi-heure, 28 minutes je crois, il fait le roman photo. Une vingtaine de minutes. Et du coup, c'est au départ comme ça, on pourrait croire que, oula, mais c'est pas possible de faire un film avec des images fixes, c'est le contraire même du cinéma. On n'est pas dans un roman photo style Les Nuls. Parce que moi, roman photo, j'ai cette pensée-là. Ou alors les vieux trucs vraiment à l'ancienne. Et non, je l'ai découvert hier. Et franchement, non, on se laisse plonger très rapidement dedans, très facilement. Et on comprend, en fait, on est bien marqué. C'est là où, justement, ce que tu expliquais, c'est dans sa carrière, les images en fait, qui nous montrent, nous percutent, en fait. Et moi, je me suis vraiment laissé entraîner, en fait, dans cette histoire, quoi. Même si j'avais déjà vu L'Armée des 12 singes et que je savais que c'était tiré de La Jetée. Mais c'était très plaisant et en plus, plutôt court comme format. Et du coup, en plus, tu vois, on parlait de ça, du fait que le roman photo, c'est peut-être pas le truc le plus, le plus attrayant possible. Mais il faut savoir que déjà, à l'époque, ses contemporains lui disaient que c'était une folie de faire ça, que c'était l'exact inverse du cinéma, en fait, de faire un roman photo, que c'était pas possible, que ça n'allait pas marcher. Et bordel, qu'est-ce que ça marche. Qu'est-ce que ça marche bien. Après, il faut savoir, justement, par rapport à La Jetée, c'est qu'il s'inscrit dans dans une certaine tradition du cinéma de science-fiction à la française, qu'on a un petit peu oublié aujourd'hui. On aurait tendance à penser soupe aux choux quand on pense science-fiction à la française. Pour le commun des mortels, on va dire tout le monde va penser à ça. Mais non, il faut savoir que suite à La Jetée, il y a un courant cinématographique français très important qui s'appelle la Nouvelle Vague, qui s'est approprié des œuvres de science-fiction et qui en ont fait quelque chose de bien singulier, de très français. Et j'ai 3 exemples de films, notamment, si vous voulez les voir. Il y a déjà Fahrenheit 451 de 1966, réalisé par François Truffaut, qui est une adaptation d'un livre de Ray Bradbury, qui est vraiment un super film, qui est de base un super roman. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande. Il est incroyable. En gros, l'histoire, c'est dans le futur, les pompiers, en fait, sont devenus des pyromanes qui brûlent des livres et qui brûlent tout ce qui peut avoir trait à la lecture. Ils font des autodafés. Et un jour, un pompier découvre que en fait, le rôle des pompiers avant, c'était pas de mettre des feux, mais de les éteindre. Et il se met à évoluer dans cette société-là. Il y a un film un peu comme ça, avec Christian Bale. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Comment il s'appelle déjà ce truc-là où il fait du kung-fu avec des flingues et tout J'ai pas vu.
J'ai pas vu, mais ouais. J'ai plus le nom en tête, mais j'essaie de vous le retrouver à la fin de l'émission. Mais c'est un peu ça, en beaucoup plus sérieux, puis beaucoup plus nouvelle vague, quoi. Donc forcément. Alors après Fahrenheit 451, je conseille bien le film 266, hein, pas celui qui a été fait il y a quelques années là. Ah oui, d'accord, ouais, Ouais. je vois, j'ai Qui vu ce est- truc là-bas qui est pas terrible, pas top, terrible, ouais. quoi. Et puis sinon, pour aller sur le patron de la nouvelle vague, il y a Jean-Luc Godard qui a fait en 1965 Alphaville, que je n'ai pas vu, mais qui est un classique. Et le troisième film est Je t'aime de 1968 d'Alain Resnais. Ça, c'est des films que je pense que vous pouvez aller voir si vous êtes curieux de ce à quoi peut ressembler de la science-fiction à la française. Et en parlant de science-fiction à la française, il y a quelque chose qu'on oublie. Je le mets en petite parenthèse ici parce que je pense qu'on en fera une émission spéciale un peu plus tard avec Ciné Chill, par exemple. Je pense à La planète des singes, qui est quand même un énorme jalon de science-fiction, qui est un des plus grands films peut-être de science-fiction de Cette l'époque. époque, ouais. Mais du coup, c'est basé sur un roman d'un Français qui s'appelle Pierre Boulle. Et voilà, se dire que on se moque toujours un petit peu des tentatives de SF à la française, mais faut pas oublier quand même que déjà on a Jules Verne, on a des Pierre Boulle, et que en termes d'imaginaire science-fiction au niveau mondial, on n'est vraiment pas les plus mauvais. Hein. Ça va, on se débrouille bien. Ouais. Et pour terminer, pour vraiment replacer encore une fois un petit clou sur le fait que j'enfonce encore pour vous dire que La Jetée, c'est un film assez incroyable. Il est considéré par le Time Magazine comme le meilleur film de tous les temps traitant du voyage dans le temps. Ça place un film, surtout dans un journal américain, voilà. qui quand même ont tendance à être assez pour America First. Pour un roman photo qui a une durée de un petit peu plus de 28 minutes. Voilà, où il y a une seule... même, pareil, je me permets de le dire maintenant, il y a une petite scène dans le film, autour de la 18e minute, qui est une scène animée, qui est vraiment filmée, mais elle dure 4 à 5 secondes, quoi. C'est un petit mouvement, et ça en rajoute dans l'atmosphère justement assez poétique du film. Mais on va y revenir. Donc, le synopsis de La Jetée. Sur la jetée d'Orly, un enfant est frappé par le visage d'une femme qui regarde mourir un homme. Quelque temps plus tard, la Troisième Guerre mondiale a détruit Paris. Les survivants se terrent dans les souterrains de Chaillot, où des techniciens scientifiques expérimentent le voyage dans le temps. Car selon les scientifiques, le salut de l'humanité ne peut passer que par le voyage dans le temps, dans le passé pour récupérer éventuellement des vivres ou des médicaments, ou le futur qui leur permettrait de retrouver une Terre débarrassée des radiations atomiques, et qui pourrait permettre un éventuel futur pour l'humanité. C'est ça, de savoir comment eux ils s'en sont sortis également en fait. Voilà, c'est ça. Pour essayer d'avancer, parce que le futur ne peut pas se faire sans le passé en fait. C'est ça. Et donc du coup, pour accomplir ce voyage dans le temps, les scientifiques ou les techniciens s'appuient sur des gens qui ont de très fortes images mentales liées à leur enfance. Et notre personnage principal, du coup l'enfant, qui se souvient très bien du visage de la femme qu'il a vue sur la jetée d'Orly, est sélectionné pour faire partie des expérimentations qui visent à aller dans le passé. Et pour les techniciens du film, celui qui pourra aller dans le passé aura la capacité de pouvoir voyager dans le futur. C'est un premier test en fait. S'il arrive à reconstituer des images du passé, il peut forcément partir dans le futur. C'est le but de la manœuvre. Et du coup, voilà, le synopsis de base est là. Et il va pareil arriver à cet homme des choses qu'il n'avait pas prévues, tout simplement. Les intrigues. Donc du coup, je vais quand même donner les noms des deux principaux interprètes du film, qui n'ont malheureusement, j'ai rien d'autre à vous présenter d'eux parce qu'ils n'ont quasiment rien fait d'autre. Du coup, il y a Davos Hanish qui joue l'homme, et Hélène Châtelain du coup qui joue la femme. Voilà, ils n'ont pas de nom, personne n'a de
n'a d'identité claire et c'est un parti pris qui permet aussi un certain côté onirique, un certain côté rêve dans ce truc-là, un peu brumeux. On ne sait pas trop exactement qu'est-ce qu'il en est de cette situation. Ça permet de se laisser porté par le film sans avoir à se poser la question de l'identification c'est pas des important, personnages. en fait. C'est pas important du tout. Ce qui est important, c'est l'histoire, ce qui se passe, et ce qui apporte vraiment, pour moi, au film, c'est la narration. La narration, c'est vraiment les mots sont vraiment bien choisis. Ah oui, c'est ciselé. Parce qu'il faut savoir, voilà, évidemment, c'est un roman photo, donc les personnages ne parlent pas directement. C'est une voix off qui habille tout le film. C'est une voix off qui habille tout le film. Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. La scène qui le troubla par sa violence et dont il ne devait comprendre que beaucoup plus tard la signification eut lieu sur la grande jetée d'Orly quelques années avant le début de la Troisième Guerre mondiale. Et du coup, c'est un certain Jean Negroni qui est le narrateur de l'histoire. Et c'est un monsieur qui a beaucoup joué dans des films tirés de pièces de théâtre et qui a vraiment une voix très... il n'a pas besoin de s'imposer en fait. Il a un ton très clair qui raconte vraiment très simplement, très bien l'histoire, très posé. Et du coup, il a aussi joué, il a aussi fait le narrateur, notamment pour Alain Resnais, dont on parlait un petit peu plus haut. Donc voilà, c'est quelqu'un qui gravite autour de la nouvelle vague, française. Et du coup, voilà, la jetée, c'est un monument, comme on disait, en termes d'écriture. Je vais vous en lire un tout petit bout, un tout petit bout du texte du narrateur qui, moi, me soulève un petit peu. Et quelque temps après, vint la destruction de Paris. Beaucoup moururent, certains se crurent vainqueurs, d'autres furent prisonniers. Les survivants s'établirent dans le réseau des souterrains de Chaillot. La surface de Paris, et sans doute de la plus grande partie du monde, était inhabitable, pourrie par la radioactivité. Les vainqueurs montaient la garde sur un empire de rats. Les prisonniers étaient soumis à des expériences qui semblaient fort préoccuper ceux qui s'y livraient. Au terme de l'expérience, les uns étaient déçus, les autres étaient morts ou fous. Donc voilà, ce petit extrait vous place un petit peu le contexte de l'histoire. C'est vraiment ça, il y a eu une troisième guerre mondiale, des bombardements atomiques, l'humanité a été réduite à l'état de rat, vit dans les égouts de Paris, et c'est un monde duquel ne se dégage aucun espoir. Aucun. C'est marrant, tout ce que tu dis, ça me rappelle quelque chose. Ah bah, dis-nous en plus. Ouais, c'est vraiment, moi c'est vraiment ce que j'ai adoré, hein. C'est le narrateur où les mots sont vraiment choisis et ça t'explique. Il n'y a pas besoin, comme tu dis, il n'y a pas besoin de fioritures, de s'attacher à des noms de personnages ou autres. C'est vraiment, on est sur toute une atmosphère, ce qui me rappelle un peu, moi, 1984, tu vois. Il y a un côté, je trouve. Ouais. Ce côté-là où voilà, c'est vraiment noir, sombre. Les images, en plus, sont plutôt très, très bien choisies. Bah, c'est ça, en fait, qui fait la force, pour moi, du film. Et on le retrouve, en plus, dans le film de Guilliam derrière. C'est que toutes les images qui nous sont présentées, elles sont toutes fortes. Chaque photo, en fait, elle est vraiment bien prise et elle représente vraiment des choses. Soit c'est très concret, ou soit c'est vraiment, ça te laisse à penser et ça te laisse imaginer l'univers qu'il peut y avoir derrière, comment est-ce que le monde fonctionne. Et le fait d'avoir ces photos qui sont uniquement, comment dire, leur défilement est dicté par le rythme de la musique du film. La musique qui est incroyable dans ce film, ouais. Qui est vraiment... pour moi, c'est 28 minutes, on dit 28 minutes, 30 minutes, mais on les voit pas du tout passer. Tout s'enchaîne avec une fluidité pas possible, alors qu'on est devant une succession de photos, encore une fois. Il y a des scènes avec juste des photos, il arrive à presque créer un mouvement par la superposition, le fait que deux images s'enchaînent dans un fondu, c'est délirant d'avoir eu cette idée-là et de
tellement utiliser le médium pour ce qu'il est. C'est-à-dire on reste vraiment sur quelque chose de très visuel. Et malgré le fait que ce soit des images fixes, on arrive à créer du mouvement. C'est fou, c'est pas à 24 images par seconde, mais y a quelque chose justement du fait que ces photos-là soient arrêtées, figées dans le temps, qui rajoute un charme, un cachet pas possible aux images. C'est en noir et blanc, c'est hyper stylisé. Toutes les scènes dans les souterrains de Paris, mais c'est à glacer le sang. C'est terrifiant parce que ça ramène l'humain à une condition d'animal. Et c'est ce qui est vachement exploité derrière dans le film de Terry Gilliam. C'est que toutes les thématiques en fait, qui sont posées par La Jetée, elles ont été amplifiées, développées dans l'armée des 12 singes. Par exemple, un truc très bête qui fait à la fois la continuité et la différence entre les deux films, c'est que dans La Jetée, quand l'homme part dans le passé et qu'il rejoint la femme, à aucun moment elle ne doute que lui vient du futur. Elle accepte la situation telle qu'elle est, parce que l'homme il apparaît, il disparaît par ses allers-retours dans le temps. Il y a des moments où il est là, d'autres où il n'est pas là, et elle accepte directement cette situation-là. Alors que dans l'Armée des 12 singes, ils sont partis tout bêtement d'un truc tout con. Et si cette nana n'avait pas cru le voyageur du temps, et on est complètement là-dedans. Et le fait qu'elle ne croit pas au voyage dans le temps de James Cole dans l'Armée des 12 singes fait que James Cole finit lui-même par se poser la question de est-ce que je viens vraiment du futur ? Est-ce que je suis pas fou ? Est-ce que je ne suis pas divergent mental ? C'est ça, exactement. Tiens, on mettra l'extrait. Je ne viens pas de la planète. Hein. Je ne viens pas vraiment de l'espace. Lui, c'est Washington. Il ne vient pas vraiment de l'espace. Ne te moque pas de moi, l'ami. Dégage à mon fauteuil! Je fais de la divergence mentale. Je me trouve actuellement sur la planète Ogo. J'appartiens à une élite intellectuelle qui se prépare à éliminer les hordes barbares qui ont envahi Pluton. Pourtant, bien que tout soit totalement convaincant, et même si cela me semble réel en tout point, le fait est que Ogo est une élaboration de mon mental. Je suis mentalement divergent. De cette manière, j'échappe à certaines réalités innommables qui me rendent la vie impossible ici. Quand je cesserai d'aller là-bas, je serai guéri. Est-ce que toi aussi tu es divergent, frère ? Ah mais il a tellement raison quand il dit ça. C'est lui, il est dans son délire, mais en fait, on lui a expliqué que c'est parce que il essaye d'échapper à la réalité en fait, qu'il trouve trop dur, tout ça. Enfin mais c'est tellement ça. On est dans lui, il le vit et donc il le sait que c'est vrai. Mais en fait, quelle est la différence entre lui qui en fait découle d'une expérience scientifique qui lui permet de venir dans le passé, pourquoi ça serait plus vrai que le mec qui est à côté de lui dans l'hôpital et qui lui en fait échappe à la réalité et il est dans l'espace, crée un monde voilà où je suis à Babelwed quoi. Et mais c'est Putain, Babelwed, j'étais pas prêt pour Babelwed. Mais ouais, il est dans l'espace. Lui, il dit qu'il fait partie d'une élite intellectuelle et qu'il va aller écraser des rébellions sur Pluton. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre ce mec-là et le personnage qu'on nous présente ? Et on nous instille un doute à ce niveau-là. Grâce à ce genre de petites répliques, de petits dialogues, de petits moments où il voit des gens et en fait il les a vus dans le futur, mais là ils sont dans le passé qui est devenu son présent. Enfin c'est waouh. Mais qui ne deviendrait pas fou justement avec ce problème de temporalité en essayant de persuader des gens que on va tous mourir ou ci ou ça, que tu connais le futur. En fait tu te prends pour Dieu quoi, tu te prends pour un oracle, un prophète, un truc comme ça,
Et c'est justement aussi bien dépeint dans le film quand tu arrives un petit peu à la fin, ce côté un peu illuminé et compagnie. Voilà, c'est, je trouve ouais, c'est la thématique très très forte là-dessus. Et voilà, la réalité, la perte de réalité, où il passe lui par tout un tas d'étapes. Et on le voit de toute façon dans le film, Bruce Willis. James Cole, en fait, il est perdu totalement, tu vois. Quand il y a la musique, il revient en enfance parce que, oui, dans le futur, il est prisonnier. Donc, laisse-moi te dire que la musique t'oublie. Il n'y avait pas de musique là-bas. C'est ça. Donc, il se retrouve dans la voiture, il y a de la musique. Tu le vois vraiment retourner en enfance. Et c'est là où la prestation de Bruce Willis, je la trouve plutôt impressionnante. On peut même carrément parler de la scène. Toute cette scène dans la bagnole, pour moi, c'est la scène qui, à l'époque, plus ou moins te dit... Ah ouais, mais en fait Bruce Willis c'est un acteur. En fait il s'est joué mais comme un ouf. Quand il est à deux doigts de chialer en entendant la musique et tout, en disant putain ça j'ai entendu quand j'étais gamin. T'as vraiment l'impression de voir un enfant quoi. Et la preuve de tout ça, justement dans le film, c'est que dans quasiment toutes les scènes où il y a une télé d'allumée ou quoi que ce soit, c'est quasiment toujours des cartoons. Ouais. C'est quasiment toujours des cartoons, que ce soit à l'hôpital psychiatrique ou quand ils sont en cavale. Souvent la télé diffuse des cartoons et tout, et ça te montre en fait le côté Bruce Willis pendant tout le film c'est un gamin dans un corps d'adulte et le gamin dans tout ce que ça peut avoir aussi d'excès, tu vois, la colère quand on dit qu'il est bagarreur, quand on dit qu'il a créé des problèmes et machin et qu'il est fort comme un âne. Je veux dire, quand il débarque la première fois dans les années 90, ils disent qu'ils lui ont foutu un sédatif pour sanglier quoi, limite pour qu'il se calme pour les chevaux et il est pas encore calmé ils lui ont mis une dose de cheval et le mec il est pas calmé, il bouge toujours, il est prêt à s'exciter quoi. C'est complètement fou quoi. Et tout ça, tous ces films-là, en fait, c'est des ajouts qu'ont mis les scénaristes du film par rapport à la version de Marker, parce que dans la version de Marker, il n'y a pas tout ce questionnement sur la folie. C'est très tangible, c'est très concret. La seule chose qu'on peut se demander, c'est au départ, c'est est-ce qu'il va vraiment dans le passé ou est-ce que c'est juste des projections mentales, justement des images de son passé qu'il arrive à recréer de manière tellement forte qu'il rêve en fait quoi. Et du coup tout ça c'est peut-être un peu vain, mais autrement il n'y a pas cette dimension de folie dans la jetée ou quoi que ce soit. Le film est plus concret. Alors le scénariste de l'Armée des 12 singes, c'est pour ton plus grand plaisir, c'est David Webb People, qui est notamment scénariste de Blade Runner. Ah bah oui, Blade Runner. Impitoyable de Clint Eastwood, et Léviathan que j'ai toujours pas vu. Le Léviathan de 1988 ouais, c'est lui. Ah bah c'est le alien sous l'eau. Hein. Donc après, dans ces films-là, il y a un casseur flotteur dedans. Voilà. Il y a un casseur flotteur dans Léviathan. Mais voilà, ouais, c'est... Non, ils en ont fait quelque chose de bien plus développé, mais qui... Et qui, encore une fois, est bien différent, quoi. Qui a ses différences, comme tu le dis. Là. Déjà, on n'est pas dans la même destruction. On a d'un côté un virus, de l'autre côté une et guerre tu vois, c'est marrant que tu nucléaire. reviennes là-dessus, parce que ça illustre en plus parfaitement les peurs de l'époque, quoi. Je veux dire, là, la jetée, c'est en 1962, c'est en pleine crise des missiles de Cuba. Donc forcément, tout le monde avait peur de l'Holocauste nucléaire. En 90, on n'était pas encore dans le Covid. Voilà. Terry Gilliam, futuriste. Un petit peu futuriste, mais bon. Il le savait. On avait déjà des maladies, il y avait le sida, il y avait Ebola, il y avait déjà tous ces trucs-là. Oui, il y avait déjà des alarmes sur justement de l'OMS, sur des trucs comme ça. Voilà. Et du coup, il a... En fait, c'est là que je trouve que c'est un très... Je veux pas avoir peur de le dire. Un très grand film. Parce que c'est une adaptation brillante. En fait, c'est ça qu'on demande aux gens quand ils font un remake, quand ils font une adaptation d'un livre, d'un comics. Il y a une part d'interprétation là-dedans. On peut pas rebalancer les choses telles quelles. Ils auraient très bien pu faire un remake limite plan par plan de la jetée, tout simple, où on reprend exactement la même construction, la même histoire. Non, ils ont décidé de prendre quelques partis pris différents, d'intégrer des thématiques qui sont très personnelles à Guillaume, parce que c'est des thématiques qu'on retrouve dans plein de ses films. Oui. Déjà la folie. C'est partout. Munchausen, Brésil, Las Vegas Parano, c'est pas de la folie, mais t'en es pas loin. Ah si, je pense qu'on peut le dire. Enfin, en tout cas, il y a tout un rapport à ça qui est très présent chez Guillaume, et il prend ce qu'il y a de très intéressant dans la jetée
il prend toute l'histoire de voyage dans le temps et encore une fois la boucle. Je vous encourage vraiment à voir ces deux films, hein, mais la boucle qui se crée, l'espèce de côté inéluctable en fait de l'histoire de base pour le transposer dans son film, et il le fait d'une manière très intelligente en fait, quoi. Très intelligente, et on est face à des prestations de haut vol. Bruce Willis, pour moi, c'est le meilleur rôle de sa carrière. Alors, Bruce Willis, Terry Gilliam, il lui a donné des directives. Et en fait, il lui a, lors du tournage, en fait, il lui a montré des photos. J'ai envie de te dire, j'espère qu'il lui a donné des directives, parce qu'il y a un réalisateur qui ne donne pas de directives à son acteur. Attends, il lui a donné des directives au départ du film. C'est-à-dire qu'il lui a présenté des photos de lui, avec toutes ses mimiques, en quelque sorte, d'acteur et compagnie. Et il lui a demandé de ne surtout pas faire tout ça. Notamment son regard, en fait, bleu acier, voilà. Et en fait, pendant le tournage et compagnie, il l'a beaucoup moins dirigé parce que, en fait, Bruce Willis, à ce qui paraît, c'est dans les anecdotes que j'ai vues, Bruce Willis a besoin en fait d'être beaucoup dirigé pour se sentir en confiance et compagnie. Et en fait, il avait besoin d'un état mental comme Cole et compagnie, donc c'est ce qu'il voulait filmer. Et donc, il l'a beaucoup moins dirigé pour que ça ressorte en fait au niveau de son personnage. Ok. Comme pour Brad Pitt, il lui a demandé d'arrêter de fumer. Pour que en fait, ça soit vraiment plus réaliste. Pour que ce soit physique, quoi. Voilà, beaucoup plus physique. Ouais. En même temps, ça se voit. Hein. Je veux dire, quand tu vois son œil là, son œil fou, son œil moitié figé là, tout bizarre et tout, tu te dis mais comment le mec joue ça, quoi. Et puis il a tout le temps des espèces de petits tics là, petits tics nerveux là, le truc il bouge tout le temps, il est jamais serein, tu sens qu'il peut exploser à tout moment, le type, quoi. Il est dans une performance, mais waouh. Après lui on est plus habitué, le mec a joué quand même dans beaucoup de trucs. Rien que dans Snatch déjà, il avait son rôle du boxeur gitan où il s'était approprié un peu le phrasé, pareil la manière de bouger et compagnie. C'est un acteur qui est quand même très très fort là-dessus, alors que bon, Bruce Willis, je l'aimais beaucoup, mais c'était quand même beaucoup plus un acteur un peu plus monolithique, quoi, un peu plus. T'as pas vu La mort vous va si bien, c'est pour ça. Si, je l'ai vu. si, je l'ai vu, monsieur. Si vous voulez voir Bruce Willis avec des cheveux, une moustache, voilà. Ouais. Bon, on va pas aller jusqu'à vous recommander Clair de Lune non plus. Hein. Non, vous en faites pas. On va se calmer. Non, même ce film-là, je le conseille pas trop. Et puis vraiment, pour moi, la révélation du film, c'est l'actrice principale, quoi. C'est Madeleine Ho, c'est ça ? Non. Madeleine. Ça fait 2 fois que je me gourre. Bah, attends, parce que moi aussi. Madeleine Stowe. Madeleine Stowe. Elle est juste incroyable. Elle est juste incroyable. Et quand on vous disait tout à l'heure que le film pourrait se raccrocher à un 3e film. Et qui en plus c'est assez rigolo parce que ces 3 films forment une boucle finalement eux aussi. C'est ça. Parce qu'il y a eu Vertigo d'Alfred Hitchcock en 1958. Dans le Vertigo, il y a toute une scène où il se retrouve dans un parc national à regarder un arbre coupé. La coupe d'un arbre. Ouais. Et chaque ligne de l'arbre représente des années et il désigne l'année où elle est née, l'année où elle est morte. Dans La Jetée, il y a plus ou moins la même scène, sauf que l'homme désigne des lignes qui sont hors de l'arbre, donc du coup hors du temps, mais c'est une référence explicite au film d'Hitchcock. Et dans L'Armée des 12 singes, il y a toute une scène où il se retrouve bloqué dans un cinéma au milieu d'un marathon Hitchcock. Et quel est le film qui est diffusé pendant le marathon Hitchcock ? Vertigo, et notamment cette scène-là. Et le parallèle ultime qui vient se rajouter à ça, c'est que l'actrice principale, Madeleine Stowe, du coup, je vais quand même le dire une fois bien pendant cette émission, n'est plus dans la salle avec Bruce Willis. Bruce Willis panique, sort de la salle et la retrouve comme il la voyait dans ses rêves, dans ses rêves d'enfant. Et il la découvre blonde. Et c'est typiquement la même blonde en fait que dans Vertigo, et la blonde typique du film Hitchcockien. Et
Du coup, Avec les son films impère. entre eux créent une espèce de boucle salutaire entre les 3 films, avec toujours cette idée de rapport au temps qui unit les 3 films. Et je trouve ça vraiment... J'ai pas envie de dire que c'est malin, j'ai pas envie de dire que c'est brillant, mais je trouve ça tellement... Ouais, c'est génial, quoi. C'est génial, c'est hyper bien foutu, quoi. C'est un cinéma qui diffuse les 24 heures d'Alfred Hitchcock. Exactement. Parce que c'est Vertigo et t'en as 2 autres, je crois. Oui, il y a Les Oiseaux, T'as Les Oiseaux, et il y a Psychose aussi, Psychose. qui est un de mes films préférés. Je le place comme ça. Monsieur en profite. Voilà, je profite. Parce qu'on vous fera pas un entre-deux sur Psychose et le remake plan par plan de Psychose de Gus Van Sant. On va pas faire ça. Quand même. Donc voilà, je pense que on a déjà dit beaucoup de choses sur les 2 films. Chico comme moi, on vous invite à les regarder. Avec plaisir. Vraiment, c'est vraiment... Je crois que c'est pas compliqué à trouver. Il me semble que La Jetée est sur YouTube, sur Amazon Prime. Ça doit se trouver, et il me semble que L'Armée des 12 singes est également sur Amazon Prime ou au moins sur une plateforme dans le style. Une autre plateforme, ouais. Donc voilà, si vous voulez revoir L'Armée des 12 singes ou le voir, faites-vous plaisir. La Jetée, je vous encourage très fortement à aller découvrir ça. Vous pourrez nous dire qui est Bob, si vous avez regardé le film. Et oui, ce fameux Bob. Bon bah du coup voilà, c'était super cool. C'était notre dernière émission de l'année, je pense. C'est ça, bah on verra peut-être. Ouais. Non, niveau timing, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je pense que ce sera la dernière de l'année et on reviendra l'année prochaine avec d'autres entre-deux. Pour 2022. On a un gros ciné-chill en préparation sur Paul Verhoeven. Si vous avez écouté l'émission d'avant, vous le savez déjà. C'est ça. Et voilà, pour tout vous dire, on va faire... on va tenter la petite promo un peu nulle là. Si vous voulez aider le podcast, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast pour qu'on soit un peu mieux référencé, voire référencé tout court. S'il y a des gens qui ont du Apple, qui nous écoutent. Et puis voilà, on est aussi sur Instagram, Ciné-Chill le podcast. Et puis voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit. N'hésitez pas à nous écrire si vous voulez, ou on peut vous conseiller des films, ou si vous avez des films que vous nous conseillez, justement. Ou des critiques à faire sur l'émission, même nous on prend tout, on prend absolument tout. Donnez tout. Et moi je dirais pour la fin, je conseillerais un petit film. Pour ceux qui auraient regardé L'Armée des 12 singes et qui aiment bien le thème un peu de la folie, tout ça. Alors on est quand même sur un film qui est un petit peu moins bien, hein, mais vous pouvez regarder Capax avec comment il s'appelle, Kevin Spacey. Ok. Enfermé dans un hôpital psychiatrique, ça parle de réalité, un peu de folie, tout ça, c'est pas mal. Enfin au moins, sinon vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, bah, rendez-vous est pris alors. Bah écoutez, on va tous vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année en espérant que ce podcast sorte avant. Mais oui, on y croit. Et puis bah du coup, à très bientôt Chico. Salut Mesgo. Allez, à bientôt, bonne fin de journée à vous. Salut. Salut à tous. Cayenne, la Guyane. Je vais traverser la mer à la nage avec des rames. Je l'ai survolé pour atterrir dans cette métropole. Je vais dans des mégapoles, ils me poussent des ailes sans auréole. Ils pèlent mon nom même si t'es plus à l'école.